Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous retrouver, de nous faire confiance une fois de plus dans le cadre de cette émission, Les Grandes Rencontres de Hervé Menom. Une émission qui se veut un peu spéciale aujourd'hui parce que nous avons un invité spécial. Il est militaire, il est capitaine de l'armée britannique, il est culturiste, ce sera le lien avec le sport, il est patron de société. Nous parlerons donc pas seulement de sport, mesdames, messieurs, nous ne commenterons pas que l'actualité en crise sportive, mais nous commenterons l'actualité en crise générale. Parce qu'il y a un problème de crise en sport, il y a un problème de crise en politique, il y a un problème de crise dans le divertissement, dans les familles. Mais quelle est l'origine de la crise? Et c'était les leaders, les responsables qui étaient eux-mêmes en crise. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission avec notre invité et qui s'est proposé de donner des solutions aux leaders. Les leaders qui démissionnent de leurs responsabilités, les leaders qui ne sont pas au point, les leaders qui ont un problème avec eux-mêmes. Dans ce monde en guerre, Vidal Kemoué propose des solutions à travers l'ouvrage qu'il a écrit « Viser le ciel, pas les étoiles », comment améliorer son leadership avec les principes de l'armée. Vidal Kemoué, bonjour. Bonjour Hervé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est un hors-série, je dirais ça comme ça pour nous, puisque nous n'allons pas seulement parler de sport, nous allons parler un peu de tout. Nous allons parler de ce qui peut permettre au sport d'avoir des résultats, peut permettre aux autres secteurs d'activité d'avoir des résultats. Et vous dites, et si vous venez voir ce qui se passe dans l'armée, parce que dans l'armée, ça marche. Oui, tout à fait. L'armée marche, et gloire à Dieu pour cela, et grâce aux techniques et aux principes que l'armée a instaurés pour faire marcher ses institutions. Et donc, nous encourageons aujourd'hui la société civile à s'appuyer un peu sur ces valeurs militaires, sur ces techniques militaires pour améliorer leur leadership. Nous allons aller au cœur de cette technique militaire-là. Nous allons aller au cœur de ce que vous appelez les principes de l'armée. Nous avons détecté 6. Oui. Le courage, la discipline, le respect des autres, l'intégrité, la loyauté qu'on appelle encore la fidélité. Ouais. Et ensuite, l'engagement désintéressé. Voilà. Nous allons parler de cela et nous commençons par le commencement. Je veux m'aider, je vais prendre mon livre pour être vraiment au cœur de tout ce que vous avez écrit. Je vais prendre mon livre et on va parler du courage. Oui. Le courage, comment est-ce qu'on va le définir aujourd'hui et pourquoi vous insistez dessus? Parce que les gens se disent, mais bon sang, tout le monde est courageux. Ce n'est pas si évident que ça. Tout à fait. Le courage est tout simplement, comme défini à l'armée, faire la chose difficile pendant les moments difficiles, mais continuer de la faire. Donc, continuer la mission, même lorsque les choses deviennent très compliquées. C'est ça, avoir le courage, c'est être, en d'autres termes, c'est être téméraire, c'est être redoutable et ne jamais abandonner. L'armée n'abandonne jamais face à ces défis. Et il est temps que la société civile prennent le même schéma, prennent les mêmes mœurs, qui est de ne jamais abandonner face aux difficultés, de continuer à y aller. Et alors, comme vous l'avez dit, ces valeurs que nous appelons ces valeurs militaires que nous venons de définir, le courage, la discipline, l'intégrité, le respect, la fidélité et le service désintéressé, ce sont les ingrédients que l'armée utilise pour pouvoir atteindre ses buts. Et lorsque tous ces ingrédients sont mis ensemble, vous devenez vraiment quelqu'un d'autre. Votre entreprise prend un nouvel envol, devient une nouvelle chose. Et généralement, lorsque tous ces ingrédients, lorsque tous ces principes, toutes ces valeurs sont mis en cause lors d'une mission, il est difficile pour vous, presque impossible d'échouer. Je voulais juste préciser que vous combinez vraiment bien les deux. Je ne l'ai pas dit au tout début. Vous êtes militaire, vous êtes capitaine de l'armée et affecté souvent à la sécurité des personnalités, mais également dans le civil, vous êtes patron d'entreprise. Choose by Vidal, c'est le nom de votre entreprise, dont le chiffre d'affaires mensuel est 1 million, varie entre 1 million et quelques en moyenne. Parlons donc de ce premier principe, le courage. Et moi, j'ai deux exemples. J'ai deux exemples quand je parcourais votre livre qui m'ont bousculé et qui vont certainement bousculer ceux qui nous regardent. Oui. Vous dites que pour travailler le courage, il vous est arrivé en formation de nager dans des piscines d'excréments et des piscines d'eau glacée. Oui, racontez. Tout à fait. Donc, en fait, à l'armée, pour développer le courage, comme pour développer toutes ces valeurs, nous passons par des exercices, nous passons par des enseignements, par des méthodes très pratiques pour vraiment inculquer ces valeurs en nous. L'une d'elles, pour le courage, c'est en formation, on nous jette dans une piscine d'excréments.
une piscine olympique, mais remplie d'excréments jusqu'ici. Et on vous jette dans cette piscine avec votre paquetage. Donc vous avez votre sac de couchage, vous avez votre arme, vos casques, vos équipements de navigation. Et au bout de cette piscine, il y a un signe, un tableau sur lequel il est écrit « Je veux encore y aller ». Très simplement en noir et blanc, je veux encore y aller. Donc vous nagez dans cette piscine d'excréments, vraiment une piscine d'excréments. Et dès que vous sortez, vous revenez vers l'instructeur, le formateur, qui vous demande qu'est-ce que vous avez lu. Et vous lui dites ce que vous avez lu, je veux encore y aller. Et l'instructeur qui vous dit, mais faites-vous plaisir, allez-y encore. Et c'est reparti pour une deuxième fois dans cette piscine d'excréments. La deuxième piscine, c'est en plein hiver. Il fait en moyenne -5, -4 degrés. Et on vous jette dans une piscine d'eau glacée. Vraiment une piscine de grelon. Une piscine vraiment gelée. Et vous devez nager dans cette piscine-là. Et au bout de la piscine, c'est écrit « Je ne sais pas ». Sur un autre tableau, « Je ne sais pas » et en bas « I don't know ». Et donc vous sortez de cette piscine, vous revenez voir l'instructeur qui vous demande « Qu'est-ce que vous avez lu ?» Et vous lui dites ce que vous avez lu très simplement, je ne sais pas. Et il vous dit, ben, comme vous ne savez pas, il faut y retourner, oui, repartir. Donc cet exercice a pour but de développer en vous le courage, de continuer de faire les choses même lorsque c'est difficile. Et vous me demanderez peut-être, c'est quoi le but d'un tel exercice? Je l'ai compris quelques années plus tard lorsque j'ai été déployé, lorsque je suis allé en guerre, et que vous avez devant vous, là, en ce moment, un ennemi qui veut vous prendre la vie, que ce soit les talibans pour la mission Eric qui est en Afghanistan ou pour Boko Haram dans le nord du Cameroun. Vous avez un ennemi qui vous tire dessus et il faut sauver votre vie. En ce moment, vous cherchez... le nord du Cameroun, c'est une zone agriculturale. Nous savons bien, il y a des moutons, il y a des vaches, il y a des chèvres. Et donc, s'il faut vous mettre à l'abri dans une rigole, et les rigoles, c'est des endroits d'irrigation où il y a des excréments de moutons, de vaches et tout, vous allez sauter dans cette rigole sans même réfléchir. Là, ça devient un jeu d'enfant ça devient un jeu d'enfant parce qu'au préalable, vous êtes très durement. Exactement, vous êtes solidement préparé. Et sans cette formation-là, vous allez commencer à réfléchir. Et ces 5 secondes de réfléchir, je m'abrite tout. Lorsque vous avez en face de vous un ennemi comme Boko Haram ou comme les talibans, vous serez mort. Et c'est une perte pour votre famille, c'est une perte pour l'armée, c'est une perte pour la nation. Donc la formation nous enseigne des choses très difficiles, mais nous permet de vivre dans la société vraiment de manière très humble. Train hard. Train hard, fight easy. Fight easy. Oui, oui. Entraînez-vous durement et puis le combat sera facile. C'est pour les leaders qui nous regardent. Deuxième valeur que vous voulez que tout le monde acquiert comme étant un fondamental ou un principe de l'armée, c'est la discipline. Alors, quand on parle de discipline, c'est l'armée. Diligence, c'est l'armée. Et j'ai cette anecdote que vous racontez, vous en racontez beaucoup dans l'ouvrage, mais vous commencez à parler du fait d'arriver à l'heure. Être à l'heure, c'est être en fait en retard à l'armée. Tout à fait. Oui, l'armée a plusieurs manières et je vais partager quelques avec vous dans le but d'encourager ceux qui nous regardent. L'armée a plusieurs manières de nous instiller, de nous inculquer cette discipline-là. Par exemple, lorsqu'on vous donne rendez-vous pour une parade, lorsqu'on a regroupement, l'heure que l'instructeur, que l'officier vous donne, en fait 5 minutes avant. Nous avons l'obligation d'être là 5 minutes avant et nous respectons cela. Donc si on vous dit 15 heures, il faut être dans les rangs à 14h55. Si on vous dit 20 heures, il faut être dans les rangs à 19h55. 5 minutes avant. Et donc si vous arrivez à l'heure, vous êtes en retard. Et la punition pour être à l'heure, donc pour être en retard chez les militaires, c'est de se faire embêter. Le terme que nous utilisons vulgairement, il m'embête, je l'embête. Embêter, c'est traiter quelqu'un comme une bête. Et donc à l'armée, si vous n'êtes pas discipliné, vous serez embêté. On vous demandera de sauter comme un kangourou, on vous demandera de ramper comme un léopard, on vous demandera de vous rouler comme un serpent. Et tout ça a pour but de vous endurcir, tout ça a pour but de vous former, de vraiment vous apprendre cette discipline. Et la discipline à l'armée, ça commence dès le premier jour, ça commence dès votre arrivée à l'école militaire. Je raconte dans le livre l'inspection de chaque vendredi qui nous apprend la discipline et les procédures standards. Nous avons des manières vraiment précises de faire les choses à l'armée. Personne ne fait les choses comme elle veut. En gros, lorsque vous entrez dans l'armée, vous perdez votre volonté personnelle. C'est la volonté du groupe qui prône, c'est la volonté de l'armée, c'est la volonté de la nation. Alors, nous avons une manière particulière de disposer nos bottes, de disposer nos habits, d'accrocher les vêtements, de
poser nos équipements d'administration personnelle. J'entends par administration personnelle le rasoir, la brosse à dents, la pâte dentifrice. Tous ces équipements ont des positions et des places particulières. C'est ça nos procédures standards d'opération. Et alors, chaque vendredi, pendant la formation militaire qui dure 14 mois, chaque vendredi, il y a inspection. Donc, le colonel en charge de la formation vient dans les dortoirs inspecter l'espace de couchage de chaque soldat. Il vient voir si vous avez mis votre brosse à dents au bon endroit. Il vient voir si vous avez cintré vos vêtements de la manière la plus correcte. Et donc, s'il y a un problème, si vous ne l'avez pas fait, comme décrit dans le manuel des procédures standards d'opération, vous êtes puni. Et la punition, c'est tout simplement de passer à la parade. Donc, de passer à 18 heures, présenter votre espace de couchage devant le bureau du colonel, mais cette fois-ci rectifié. Donc, si la brosse à dents devait être à l'extrême gauche et elle se retrouve à l'extrême droite, il suffira juste de déplacer tout votre espace de couchage. Pas juste la brosse à dents, mais votre lit, votre commode, votre penderie. La placer devant le bureau du colonel qui peut être à des kilomètres de votre espace de couchage pour qu'il vienne à nouveau inspecter et se rassurer que vous avez compris et appris comment le faire de la bonne manière. Et on imagine qu'il peut venir ou ne pas venir. Il peut venir comme il peut ne pas venir, surtout si c'est un vendredi. Ouais. Il peut être en week-end quelque part, il décide de ne pas venir. Et vous tenez au garde-vous devant son bureau, vous pouvez vous tenir là jusqu'à 20h, jusqu'à 21h. Et pour déplacer cet espace de couchage, vous avez besoin des gens, vous avez besoin de main-d'œuvre. Donc vous réquisitionnez des soldats qui, eux, auraient pu être chez eux, déjà ou en train de se reposer, pour vous aider à porter ce lit, pour vous aider à porter cette penderie, pour vous aider à porter cette commode, et aller l'installer devant le bureau du colonel. Il peut pleuvoir. Donc, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela nous apprend? Quelle est la leçon à en tirer? Parce que vous vous êtes donné cette difficulté à cause d'un tout petit problème. Le vendredi d'après, à la prochaine inspection, vous vous rassurerez que tout est correct. Et vos camarades se rassureront avec vous que votre espace de couchage est correct. Ça nous apprend non seulement la discipline, mais à veiller les uns sur les autres. Et c'est quelque chose qui nous manque dans la société actuelle. Nous voyons des gens qui brûlent le feu, il n'y a personne pour les indigner. Nous voyons les gens qui jettent des épluchures, des pots de bananes en route. Il n'y a personne pour les stopper, pour les ramener à la raison. Il est temps que tout le monde commence à veiller, chacun commence à veiller sur son voisin. Mais je voulais vous aborder cette question, Vidal. C'est juste pour que vous nous expliquiez mieux. Il y a des personnes qui sont disposées, disons-le ainsi, disposées à être disciplinées. Et vous dites, pour ces personnes-là, vous leur expliquez exactement c'est quoi donc la discipline avec des exemples. Vous parlez des disciplines intérieures, vous citez Richard Foster, célèbre auteur, vous parlez des disciplines extérieures et vous parlez des disciplines collectives. Là, tout de suite, pour nos internautes, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez encore expliquer c'est quoi la discipline intérieure, extérieure, collective? Comment est-ce qu'elle s'exprime justement pour la personne qui est bien disposée mais qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle doit activer comme levier pour manifester la discipline? Tout à fait. La discipline, donc, comme je l'explique dans le livre Elle Suffolk pyramidale, elle commence d'abord personnellement. C'est une discipline personnelle, interne, que je développe à la maison, que je développe seul dans mes moments intimes, des moments de prière, que je développe à la salle de sport, que je développe dans ma douche, que je développe chez moi, lorsqu'il n'y a personne qui me regarde, lorsqu'il n'y a pas l'entourage. Donc un bon leader est d'abord lui-même quelqu'un de très discipliné. Vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un ce que vous n'avez pas vous-même. Un arbre ne peut pas produire le fruit qui n'est pas dans sa sémence. Donc pour que je puisse vous donner une mangue, il faut que je sois un manguier. Un manguier ne va jamais vous donner une orange. De la même manière, je ne peux pas me discipliner dans la communauté, dans la société civile, au travail, dans mon équipe de football ou de basketball. Je ne peux pas me discipliner à l'église. Je ne peux pas me discipliner à la banque, à la boulangerie, si je n'ai pas déjà cette discipline en moi. Je ne vais extérioriser que ce que j'ai déjà en moi. Donc, il est temps que la société développe la discipline personnelle par des exercices, comme nous décrivons dans le livre. Ensuite, cette discipline va s'extérioriser lorsque nous sommes en communauté. Et ensuite, on parle de discipline extérieure. Oui, extérieure. Et ensuite, nous nous soumettons à la discipline globale, totale, qui est étatique, la discipline qui est gouvernementale, la discipline que nous retrouvons dans la législation, dans les lois.
ne pas griller le feu, respecter les couvre-feux, respecter les autorités. Donc nous nous soumettons maintenant en communauté à cette discipline globale-là. En tout cas, la discipline est difficile, elle coûte, Elle coûte, mais bien vous sûr. dites dans le livre que les résultats sont indéniables. Oui, Et les on résultats, confirme avec totalement, oui, les résultats sont indéniables et c'est vraiment un piédestal nécessaire pour l'envol, pour l'épanouissement de la société. Troisième valeur, on va évoquer cette troisième valeur avant de prendre une petite publicité. Oui. Vidal Kemoué, vous dites le respect des autres. Oui. Ça a un grand prix. Tout à fait. Tout leader doit veiller à cela, Tout à à fait. respecter les autres. Et c'est peut-être là que le bas blesse aujourd'hui parce que les gens ne traitent plus les autres comme ils aimeraient eux-mêmes être traités. Malheureusement, et c'est un autre problème, c'est un autre gros fléau de notre société, c'est que l'amour a disparu et le respect. Le respect, je pense que va un cran au-dessus même de l'amour parce que j'ai pas besoin de vous aimer pour vous respecter, mais je dois vous respecter parce que vous êtes une personne, parce que vous représentez vous-même des valeurs. Et à l'armée, nous développons ce respect-là depuis la formation et même en déploiement. Par exemple, nous respectons les fêtes religieuses lorsque nous allons en guerre. Le vendredi, généralement, les militaires ne sortiront pas. Si nous sommes en train de combattre contre un ennemi comme Boko Haram, qui pour la plupart sont des musulmans, nous ne sortirons jamais les combattre le jour de leur fête religieuse, le Ramadan, par exemple, parce que nous avons du respect pour eux. Et les terroristes n'ont pas ce respect en retour pour nous, parce qu'ils devraient respecter, par exemple, la fête nationale du Cameroun qui est le 20 mai. Mais nous avons subi des attaques, par exemple, le 20 mai, par les terroristes. Ils devraient respecter les fêtes religieuses qui sont pour certains comme la Noël ou les fêtes de Pâques. Ouais. Ils ne respectent C'est pas pas le ça. cas. C'est pas le cas du tout. mais Ils profitent ouais. de ces jours-là où nous sommes en célébration pour nous attaquer. Mais vous dites malgré cela, le leader, sûr. puisqu'on est là pour parler au leader, Oui. le leader, même s'il n'est pas respecté, lui, il se doit de respecter les autres. Absolument, C'est absolument. un signal qu'il donne Oui, pour parce que que- sa structure soit Bien sûr, reste soit en place. solide. Ouais. Oui, oui, le leader doit montrer par l'exemple. Le leader doit diriger par l'exemple. Et donc, le leader ne doit pas faire, on revient au courage, Ouais. ne doit pas se plier à l'opinion publique lorsque les choses vont mal. Donc, même quand les choses ne vont pas bien, vous devez continuer à respecter les critères que vous êtes donnés, les procédures que vous êtes données. Si vous avez dit que vous devez respecter quelque chose, respectez-la lorsque tout va bien et lorsque tout va mal. Mesdames, Messieurs, Vidal Kemoué est notre invité. Je vous ai dit, c'est une émission spéciale avec un invité spécial, un militaire qui parle. Il nous dira tout à l'heure pourquoi est-ce que aujourd'hui les militaires sont amenés à s'exprimer, mais il dit de très bonnes choses. Il partage avec nous les secrets qui font que l'armée soit l'institution, l'une des institutions les plus solides dans tous les pays au monde. Il parle donc du leadership de l'armée qu'il voudrait partager, que nous devrons apprendre à partager dans nos différentes sociétés, dans nos différentes entreprises. C'est le grand focus de l'édition des grandes rencontres de ce jour. Nous prenons une petite publicité et on se retrouve dans quelques minutes. De retour sur le plateau des grandes rencontres de Hervé avec notre invité Vidal Kemoué. Bonjour encore. Merci Hervé, bonjour. Vidal Kemoué, donc on continue d'explorer les valeurs, les principes qui font que quelqu'un peut être un bon leader. Et on rappelle que on ne parle pas que d'être leader dans un secteur, c'est vraiment être leader dans tous les secteurs, tout à fait. parce qu'aujourd'hui le père a besoin d'être le leader de sa famille, le responsable en sport. Nous on aime beaucoup le sport, le responsable de la fédération camerounaise de basketball, Voilà. de handball, de football a Voilà. besoin de savoir quels sont les principes qui vont solidifier sa structure, le responsable dans l'éducation et dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Nous avons évoqué 3 premières valeurs. Ouais. Nous allons évoquer 3 autres valeurs que vous expliquez abondamment dans le livre. Et si on parlait de l'intégrité? Là aussi, c'est quelque chose qui tend à disparaître dans la société d'aujourd'hui. Absolument. Et vous dites que c'est incontournable dans l'armée. Oui, oui, Par l'armée, exemple. l'intégrité, c'est dire la vérité, aussi simplement que ça, c'est ça la définition, dire la vérité, même s'il y aura des conséquences. Et l'intégrité est une des valeurs les plus importantes. Je pense que c'est quelque chose qui manque en effet dans notre société actuelle. L'armée nous l'inculque par des exercices, par des méthodes, et une que j'ai eu à vivre et qui m'a marqué à vie, dont j'en parle dans le livre. Dans l'armée, nous n'avons pas le droit de mentir. Nous devons dire la vérité, même lorsque ça fait mal.
Et je me rappelle un jour, nous allons en exercice. Les exercices, c'est des simulations de guerre. Donc, c'est sur un théâtre d'opération et c'est pendant 4 jours, nous sommes en brousse, nous simulons la guerre. Et donc, lorsque nous allons en exercice, nous n'avons pas le droit de prendre avec nous nos téléphones. Les seules personnes habilitées à prendre leur téléphone, ce sont des soldats qui ont des parents malades gravement ou un soldat dont l'épouse est sur le point d'accoucher. Et même dans ces cas de figure, lorsque vous prenez votre téléphone, vous le remettez à l'instructeur qui vous passera le téléphone à chaque fois qu'on vous appelle. Donc j'avais un camarade, Jones, qui a pris avec lui son téléphone lors d'un exercice et ne l'a pas remis à l'instructeur. Et donc nous étions en patrouille dans les montagnes, nous étions en train de patrouiller et tous les 2 kilomètres, nous devons nous arrêter pour nous hydrater. C'est une obligation, nous devons boire de l'eau et tout parce que nous marchons de longue distance. Donc à un point d'arrêt, et à chaque fois que nous sommes en arrêt, nous devons nous coucher pour pouvoir nous abreuver. Oui, ouais. Le but, c'est de faire petite silhouette pour ne pas s'exposer à l'ennemi. Exactement. Et donc, lorsque mon camarade s'est donc couché pour boire de l'eau, ce téléphone a glissé de sa poche sans qu'il ne s'en rende compte. L'instructeur l'a vu. L'instructeur a pris le téléphone qu'il a gardé avec lui. Nous avons continué de parcourir des kilomètres. Lorsque nous sommes arrivés à notre zone de couchage, l'instructeur brandit le téléphone et demande à qui appartient ce téléphone. Et voilà le soldat. Non, il demande d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris son téléphone avec lui? Personne ne lève la main. Il repose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris son téléphone et ne l'a pas remis à l'instructeur, sachant que c'est interdit? Personne ne lève la main. Ensuite, il brandit le téléphone et il regarde le soldat. Et le soldat embarrassé. Et là, il n'y a plus rien à faire. Il venait de mentir. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a été rétrogradé. Là, nous étions au 12e mois de la formation. Sur 14. Sur 14. Nous étions au 12e mois de la formation sur 14. Ce soldat, pour avoir menti, a été rétrogradé à la 2e semaine de la formation. La 2e semaine, c'est la semaine où on apprend sur l'intégrité, sur la vérité. On a estimé qu'il n'a pas bien assimilé la leçon. Donc, la conséquence, il avait le choix. Il avait le choix entre quitter les rangs et ne plus jamais pouvoir s'affilier ou s'intégrer dans quelque fonction, quelque métier de la fonction publique que ce soit, ou être rétrogradé. Alors, il a été rétrogradé. Il a perdu 12 mois ou 10 mois. Il a perdu 12 mois de la formation militaire à cause du mensonge. Voilà. Et je donne donc en contrepartie, pour équilibrer ça, un autre exemple d'un soldat qui avait volé un laptop un vendredi pendant que nous nous préparions à aller en week-end. Vous êtes toujours en formation? Toujours en formation. Qui a volé un laptop. Et avant que nous ne sortons des rangs pour prendre le week-end, on a demandé, l'instructeur encore demande qui a volé le laptop de X et il a levé la main. Il a dit c'est moi. Donc pour une faute grave comme celle-là, parce qu'il a dit la vérité, il a été embêté. On l'a traité comme une bête pendant 2 heures de temps, la manœuvre, la corvée, courir dans tous les sens, sauter comme un kangourou, ramper comme un léopard. Ça a été ça sa punition. Pour avoir dit la vérité, il n'a pas perdu du temps. Comme il n'a pas été rétrogradé comme Jones. Pour une faute peut-être plus lourde. Une faute bien plus lourde. Parce que lui, il vole. Tout à fait. Et l'autre, il vole un laptop. Mais parce qu'il a dit la vérité, il a été puni moins durement que celui qui a juste menti. Pourtant, lui, sa femme était pour un besoin familial, effectivement. Besoin familial, tout à fait. Donc, l'armée nous apprend cela. Je pense qu'il est temps que la société civile inculque un peu ça. De pouvoir dire la vérité. De pouvoir arriver devant une caisse et dire voilà, excusez-moi, il me manque 200 francs, est-ce que vous pouvez m'aider? Plutôt que de mentir. Vous pensez que ça peut résoudre beaucoup de choses? Totalement, oui. Je pense que ça peut le faire. L'honnêteté? Oui, l'honnêteté réglerait beaucoup de problèmes. C'est cette vulnérabilité. Les hommes se veulent Superman et Superwoman aujourd'hui et c'est un fléau qui handicape notre société. Il est temps qu'Hervé dise, Vida, je me sens mal, il me manque ceci. Et puis je peux te venir en aide. Mais si tu veux jouer l'homme fort et que tu vas mentir, les gens mentent sur les diplômes qu'ils ont. Les gens mentent sur les positions qu'ils ont dans les entreprises. Les gens mentent dans les foyers, les gens mentent dans leurs relations. Et c'est une gangrène qui est en train de pousser, qui est en train de grandir et qui prend de plus en plus du volume. Et c'est en train de tuer notre société. Les élèves mentent. Nous avons des jeunes élèves qui falsifient leurs bulletins.
Il ne va jamais apprendre. Et nous allons sentir ça dans 5 ans, dans 10 ans. Nous avons des gens qui achètent des diplômes. Et lorsqu'ils se retrouvent en entreprise, les résultats ne peuvent pas sortir de là, de quelqu'un qui n'a pas les compétences. Jamais. Donc nous allons à long terme payer des conséquences plus lourdes. Il est temps que les gens s'humilient, se rendent vulnérables et vraiment disent la vérité. Je suis handicapé à ce niveau. Je n'arrive pas à faire ceci. Et Hervé, j'aimerais que tu m'aides de quelque manière que ce soit par manière pratique, que ce soit par tes encouragements. J'aimerais que tu m'aides, mais je n'y arrive pas. À bon entendeur, une des valeurs, la prochaine, qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient d'évoquer, c'est la loyauté. Tout à fait. Et là, vous dites, et j'ai beaucoup aimé le titre que vous mettez pour parler de la loyauté, l'explication que vous donnez pour parler de la loyauté, vous dites, c'est pas d'explication. Exactement. La loyauté, on n'a pas d'explication. Oui. On est juste loyal, c'est tout. La loyauté, c'est un état de cœur. La loyauté, c'est une posture. La loyauté, c'est mettre en avant les autres avant nous-mêmes. Et l'armée nous le montre encore pendant la formation. Lorsque nous revenons de tous ces exercices, de toutes ces manœuvres dont je parle, la loyauté voudrait que je mette la mission avant moi-même. Et nous avons cette devise, la mission, mes camarades et moi. La mission, mes camarades et moi. La mission est primordiale parce que la mission sauve un nombre plus grand de personnes. La mission de l'armée est de veiller sur l'intégrité nationale, veiller sur les frontières de l'État. La mission vient avant mes camarades, la mission vient avant ma petite unité, mon peloton, mon groupement. Et la mission vient avant tout ça. Et le groupement vient avant moi-même. Je ne peux pas me mettre avant toutes ces personnes. Et donc, pendant la formation, lorsque nous revenons d'exercice, pour donner des exemples de loyauté, pendant que je monte la garde, mon camarade est peut-être en train de nettoyer mon arme. Il est loyal dans le fait qu'il me sert. Moi, je monte la garde, il nettoie son arme, il nettoie mon arme. Lorsque je monte la garde, ça nous sécurise, nous tous qui sommes dans cet espace de couchage. Mais lui, pendant qu'il prépare son repas, il va préparer mon repas aussi. Et je parle là de l'exemple d'un soldat de la Bible, Uri, qui, nous connaissons bien l'histoire de David et Uri et Bathsheba. Lorsque David fait appeler Uri, son soldat de la guerre, parce qu'il a commis l'adultère avec sa femme Bathsheba, David demande à Uri de rentrer chez lui, dans l'espoir que Uri va rentrer chez lui et coucher avec sa femme Bathsheba. Et lorsqu'elle tombera enceinte, David, lui, sera protégé de l'adultère qu'il a commis. Mais Uri, à ma grande surprise, ne rentre pas chez lui. Parce qu'il se dit, comment est-ce que je peux abandonner mes soldats en guerre et rentrer dormir dans mon confort? Et c'est ça. Il est loyal envers... Il est loyal envers la cause. Il est loyal envers la guerre, l'opération. Il est loyal envers ses soldats. Il dit, même s'ils sont là-bas, même s'ils sont au champ de guerre et que moi je suis en ville, je ne dormirai pas chez moi aujourd'hui. Je dormirai à l'entrée de ma porte, à l'entrée de ma maison. Et Uri n'est pas entré chez lui. Il a dormi à la belle étoile. Parce qu'il pensait à cette mission plus grande. Il se souciait de ses camarades qui sont en guerre. Il est temps que la société se soucie un peu, qu'on se soucie un peu les uns pour les autres. Hervé est en difficulté. Comment est-ce que je me sens? C'est de l'empathie, c'est vraiment de la compassion. Il est temps que nous ayons cela. Si les ministres de cet État avaient cette compassion, ils se diraient, mais comment est-ce que ces gens vivent dans ce quartier sans lumière? Comment est-ce que nous roulons sur des routes comme ça, des autoroutes accidentées, où la route n'est pas bonne, tous les jours nous enregistrons des accidents? Que celui qui ne prend que les avions se soucie de celui qui roule dans une voiture, et que celui qui roule dans une voiture se soucie de celui qui va à pied. Donc, en parlant de déloyauté, il y a également ce qui nous vient à l'esprit à l'instant, Vidal, et qui est comme une gangrène dans la société d'aujourd'hui. On a rencontré parfois des leaders qui disent « je ne peux plus aider les jeunes, je ne peux plus aider parce que j'ai été trahi ». J'ai été trahi, effectivement. On peut aussi parler de loyauté dans ce cas-là. Certains qui ne respectent pas ceux qui l'ont tenu la main et qui arrivent et finissent par... faire comme s'ils se sont fait eux-mêmes? Oui, nous n'aidons, déjà il faut savoir que nous n'aidons pas les autres pour avoir quelque chose en retour. Notre récompense est plus grande. Le service que nous rendons aux autres, je prends le contexte militaire par exemple, lorsque nous sommes au nord du Cameroun à protéger tout un pays et toutes ces 10 provinces, lorsque je reviens et que je porte une veste comme ça et je ne suis pas en treillis ni en bottes et que je marche dans la ville, personne ne me dira merci de m'avoir protégé. Parce que personne ne saura que je suis militaire. Ma récompense donc ne vient pas de la société.
Ma récompense ne vient pas de la société civile, ne vient pas de la population. Ma récompense, c'est déjà de savoir que j'ai obéi à mon appel. Mon appel d'être militaire, peut-être pour toi, d'être journaliste et de partager à la population qui nous suit ces valeurs-là. Tu as répondu à ton appel en partageant avec eux. Le comptable, le douanier a répondu à son appel. Le médecin a répondu à son appel. En étant à la maternité, en étant aux urgences, en étant... La récompense ne vient pas de ton prochain. Et donc, même le courage, comme nous l'avons défini au début, de continuer de faire la bonne chose, même lorsque les temps sont durs, c'est de continuer d'aider ces gens, même lorsqu'ils ne vous n'êtes pas gratifié, vous n'êtes pas récompensé. Oui. Parce que votre récompense viendra d'en haut, votre récompense ne viendra pas des autres. Donc, continuez d'être loyal à la mission, continuez d'être serviable et s'attendre à une plus grande récompense qu'un merci, qu'un bout de pain, qu'un chèque, qu'une enveloppe. La plus grande récompense pour nous, citoyens camerounais, c'est de voir notre société transformée, c'est de voir notre société changer. J'aimerais que cette société, le Cameroun, devienne comme les sociétés et les civilisations développées que nous voyons ailleurs, où la police n'a presque pas d'ordre public à rendre parce que tout le monde est discipliné, tout le monde est militant. Et c'est justement le point de ma prochaine question. Effectivement, l'armée a des valeurs qu'elle a réussi à inculquer quasiment à la population. Vous avez fait votre formation en Grande-Bretagne, c'est ce que vous nous dites également dans le livre, et que vous essayez d'expliquer là. Les gens n'ont plus, l'armée n'a plus grand-chose à faire, elle est focalisée sur le front. Tout à fait, parce que les valeurs ont été inculquées vraiment dès le bas âge, à l'école, par des publicités à la télé. En Angleterre, par exemple, vous ne verrez pas quelqu'un jeter, ou très rarement, vraiment, si cette personne est de mauvaise foi, jeter des ordures en route. Et dans le train, vous verrez les gens se comporter dans les bus, dans les métros, dans les transports publics, avec beaucoup d'honneur. Parce que les dirigeants montrent cet honneur-là, ce respect, cette équité, cette égalité. Ces valeurs dont je parle dans le livre sont vraiment dans toutes les sphères, de l'école publique à l'équipe de football, aux techniciens de surface. Ces valeurs sont partout. Et parce que tout le monde applique ces valeurs, vous vous sentirez vraiment l'intrus de ne pas les appliquer. Vous allez partout, à la boulangerie, dans la rue, dans les marchés, et tout le monde est de bonne foi, tout le monde a de bonnes mœurs. Donc vous, si vous ne les appliquez pas, vous serez vraiment la tache noire sur le grand tableau blanc. Et c'est ça que nous devons développer dans notre culture camerounaise. Pour parler du Cameroun, on imagine donc que ces valeurs sont partagées ici. Oui. La preuve, c'est les résultats que notre armée enregistre sur le terrain, des résultats louables. Nous sommes au front au nord, nous sommes au front au sud-ouest, au nord-ouest, à l'est, mais on tient. Et certainement, ce sont donc ces valeurs-là sur lesquelles donc repose notre armée aujourd'hui. Il est temps que la population, on espère à travers une émission comme celle-ci, s'approprie de telles valeurs et à travers également votre ouvrage. Mais on va bientôt sortir de l'émission. S'il y avait quelque chose qu'il fallait retenir en quelques mots, ce serait quoi? J'encouragerais les citoyens camerounais à sortir un peu du status quo et à essayer de grandir, grandir dans tous les sens du terme, grandir dans les valeurs, grandir dans notre éducation, grandir dans le service que nous rendons à la nation. La nation fait beaucoup pour nous. Je pense que le Cameroun est une terre bénie, vraiment dans tous les sens du terme. Nous avons l'une des meilleures alimentations dans toute l'Afrique. Nous avons le minimum, nous avons l'électricité, nous avons l'eau. Il est temps que les citoyens camerounais... Il y a les pays pires, hein. Peut-être qu'il faut bien le préciser. Tout à fait, et pas seulement. Et vous avez connu des pays... Oui, j'ai été déployé dans des zones, vraiment en Jamaïque. J'ai été dans des zones, j'ai été au Tchad, en Jamaïque, dans d'autres pays de l'Afrique. Où c'est vraiment, plus difficile. Oui, des pays développés même. Je ne vais pas citer le nom ici, je vais blesser personne. Des pays vraiment développés, mais où trouver à manger est difficile. Au Cameroun, nous avons tout et un peu à proximité. Je continue de penser que nous avons la paix, malgré ce qui se passe dans les zones, le nord-ouest, le sud-ouest. C'est vraiment une minorité. Et je n'essaye pas de les minimiser ou de vraiment les mettre à côté, mais je continue de croire et de penser que par la foi, nous avons la paix au Cameroun. Et j'espère vraiment que cette paix va vraiment s'implémenter,
et se globaliser dans toutes les 10 provinces du Cameroun. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est j'aimerais encourager les citoyens camerounais à vraiment contribuer. Que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice par les valeurs, développement de ces valeurs. Et si vous n'allez jamais aller faire la formation militaire, comme le font les dirigeants de l'ENAM ou comme le font les militaires à l'EMIA, c'est au moins de vous éduquer sur comment le faire. Je pense que les journalistes comme vous en parlent, la presse en parle, et par des ouvrages comme ceux-ci, nous partageons nos expériences. Comment développer ces valeurs? Comment développer le courage? Comment développer le respect? Comment inculquer ça à vos enfants? Comment inculquer l'intégrité? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les punitions? Quels sont les moyens d'atteindre ces buts? Nous en parlons dans le livre. Et donc, nous encourageons tous les Camerounais à vraiment apporter un ingrédient pour faire ce gâteau qui est le Cameroun. Et qu'il soit bon à la bouche de tout le monde. Il est donc là, mesdames, messieurs, ce livre, Viser le ciel, pas les étoiles, améliorer votre leadership grâce aux principes de l'armée. Livre préfacé par le général de division Claude Laurent Angoine, oui. Très connu dans la gendarmerie Oui, nationale. bien sûr, qui a servi longtemps dans ce pays. Son CV est long, je ne vais pas l'étaler ici. Donc, il m'a fait l'honneur de préfacer ce livre. Il apporte aussi sa contribution en termes de stratégie et de valeurs pour le développement de la nation. Avec votre permission, ça c'est le mien. Je vais également offrir un livre à un internaute. Plaisir. Il suffira juste de nous dire, lorsque cette émission sera diffusée, les 3 premiers, ou alors le premier qui nous dira quel est le grade de Vidal Kémo, on l'a donné en début d'émission, quel est son grade dans l'armée, eh bien celui-là va remporter le livre Viser le ciel, pas les étoiles de Vidal Kémo. Et Vidal, la dernière question, l'armée ne parle pas beaucoup, je le disais dans l'émission. Oui. L'armée est connue comme la grande muette, pour être une grande muette. Mais pourquoi Vidal parle? L'armée a commencé à parler depuis quelque temps parce que avec les fléaux que nous avons connus depuis quelque temps dans l'armée, commençant par Boko Haram, maintenant l'Ambazonie, l'armée nous encourage à promouvoir et à montrer le bon côté. Nous voyons le côté de l'armée que les réseaux sociaux nous montrent, qui ne sont pas toujours corrects. L'armée est plus grande que la guerre. L'armée est plus grande que la guerre. Tout à fait. L'armée, c'est une organisation. À l'armée, il y a les logisticiens. À l'armée, nous avons des enseignants. À l'armée, nous avons des magasiniers. Nous avons des mécaniciens. Nous avons des pilotes. Nous avons des chefs. Nous avons des restaurateurs. Nous avons des ingénieurs. L'armée, c'est une organisation. Nous avons des ressources humaines, bien sûr. Nous avons des comptables. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui Nous avons connu une vague d'évasants, de MIA, Missing in Action, des personnes qui sortent des rangs parce que soit ils ont été exposés au mauvais côté de l'armée ou des gens qui parlent mal de l'armée à cause de ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux ou entendu. J'aimerais rappeler que l'armée, c'est pas ça. L'armée, c'est une organisation. Et donc, lorsque dans un corps comme celui-ci, votre petit doigt vous fait mal, vous n'allez pas couper toute la main. Donc, l'armée nous encourage aujourd'hui, nous les militaires, à venir montrer ce bon côté. L'armée a fait de moi celui que je suis aujourd'hui et j'applique ces principes militaires même dans mon mariage. J'applique ces principes militaires dans mes entreprises personnelles. J'applique ces principes militaires dans la société au quotidien. Lorsque je vais au restaurant et personne là-bas ne sait que je suis militaire, mais vous sentirez quelque chose de différent. C'est donc ça, c'est pour ça que nous parlons de l'armée. Parce que l'armée a des solutions que l'école, que l'université et que des conférences n'ont pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous levons pour promouvoir ces valeurs-là. Merci beaucoup d'être passé par ici, Vidal. Merci, Hervé. Merci d'avoir été cet invité exceptionnel pour une émission exceptionnelle. Vous ne repartirez pas comme ça. Vous êtes le premier invité des grandes rencontres de Hervé à recevoir ces cadeaux qui nous est offert, ou du moins que nous vous donnons avec la contribution de tous nos partenaires, notamment l'Hôtel Sawa. Je vous remercie. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis dans cette émission exceptionnelle. J'espère que vous allez l'aimer. Elle était particulière, une thématique particulière, mais qui nous fera beaucoup de bien. Partageons-la et soyons tous des leaders exemplaires et allons chercher les valeurs où elles se trouvent. Allons les chercher dans l'armée. On a l'habitude de dire que l'armée se porte bien, l'armée nous protège bien, elle nous sécurise. Elle a des valeurs, elle repose sur des valeurs, sur des principes que nous devons donc tous acquérir pour être un État fort, pour être fort dans nos différents secteurs d'activité. Ciao, ciao, bye bye, à très vite. Merci.